Normalement, c'est bon. Bonjour, bienvenue. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est toujours plus sympathique d'avoir d'avoir un auditoire qu'on peut voir. Et sinon, on vous a, pour info, ce webinaire est enregistré, puisqu'on enverra en replay à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter, justement, les 1 heure d'échange qu'on va avoir ensemble. On a coupé vos micros pour éviter les interférences. Mais si vous avez des questions, et je pense que vous en aurez, n'hésitez pas à les mettre au fil des lots dans la petite bulle qui s'appelle conversation. Vous avez normalement tout en haut de votre écran. Et moi, lors du dernier quart d'heure, je les prendrai voilà, par ordre d'arrivée pour que Arnaud et Grégory puissent y répondre. Hop. On va attendre encore 3 petites minutes et puis on pourra démarrer. Juste en préambule, moi je m'appelle Sophie, je suis directrice formation chez Ferme d'Avenir. Et Ferme d'Avenir, voilà, en quelques mots, c'est une association qui s'est montée en 2013. On a quasiment maintenant 13 ans d'existence et le but, c'est de pouvoir former, accompagner, financer les porteurs de projets, mais également les agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes même de son, à nous mettre un mot, qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut agir dessus. Et les questions, c'est dans le chat. Donc bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore un peu puisqu'on était une quarantaine à devoir se connecter. Et on va commencer dans 2 minutes à 12h35. Bonjour Sylvie, bienvenue. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer. En tout cas, à mon horloge, il est 12h35. Et je vais laisser à présent la parole à Arnaud et Grégory pour présenter leur pépinière et puis qui ils sont. Vas-y Arnaud, à toi l'honneur. Bon, merci Grégory, merci Sophie, bonjour à toutes et tous. Alors Arnaud Schwartz, je suis associé avec mon frère Julien et puis il y a aussi son épouse qui est salariée. Tous les trois, on est dans la pépinière du Hanfrova. C'est une pépinière familiale en agriculture biologique sur sol vivant qui est en Alsace. Et notre activité principale, notre production principale, le chiffre principal est fait sur de la pépinière agroforestière essentiellement labellisé végétal local. On fait aussi du labellisé MFR et puis des plans équivalents au végétal local et au MFR pour les débouchés principaux qui sont justement, c'est une surprise, l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, la vitiforesterie, donc les collègues du milieu agricole et viticole ou tous les intermédiaires qui vont travailler avec eux, donc des associations, des structures genre entreprises d'insertion qui vont faire les chantiers de plantation, etc. Mais aussi pour cette production agroforestière, cette gamme de végétaux d'une cinquantaine de variétés du nord-est de la France, on a des débouchés dans la renaturation, dans la restauration de la nature, et ça, c'est plutôt les collectivités. Et donc, soit l'appareil, soit en direct, soit en indirect. Et donc là, ça va aussi être parfois des associations qui vont faire des chantiers avec ou pour les collectivités, ou plus souvent quand même des entreprises spécialisées dans le génie écologique, dans les travaux publics, dans le paysagisme, etc.
On a aussi une petite gamme fruitière essentiellement destinée aux jardins-forêts. Donc ça, c'est plutôt du comestible pour les particuliers en termes de débouchés. Et on se situe sur une surface d'à peu près 10 hectares. Pour l'instant, il y a la moitié qui est dédiée à la pépinière, l'autre moitié à de la grande culture parce qu'on produit une partie des semences qu'on a besoin pour nos couverts, pour notre paillage. Donc on fait un peu de cèpe, de tournesol, de févrole, de sarrasin, des choses comme ça qu'après, en mélange, on utilise pour couvrir, pour nourrir nos terrains. Je m'arrête là-dessus dans l'immédiat, parce que si vous avez des questions, on pourra préciser. Merci Merci. Arnaud. Et puis je rappelle juste que si vous avez des questions pour ceux qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à les mettre dans la bulle conversation. On les prendra ensuite au fil de l'eau. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Grégory Fopin. Je suis installé dans le Maine-et-Loire, entre Angers et Rennes, en pépinière fruitière. Donc, moi, j'achète mes porte-greffes, je greffe et je vends des sillons, essentiellement des sillons d'un an. Donc, je les cultive un an et ils sont vendus en fin de saison en agriculture biologique et en traction animale aussi. Donc voilà, moi les clients, il y a du particulier et puis un peu de collectivité et puis quelques arboriculteurs, mais j'ai pas une assez grande production pour toucher des arboriculteurs classiques, quoi. C'est plutôt des arboriculteurs qui ont des projets assez atypiques, quoi. Voilà, moi je suis installé depuis 2015. J'ai 5 hectares sur la ferme, mais il n'y a que, je dirais, 4000 mètres. La pépinière occupe 4000 mètres carrés annuels, quoi, en rotation. Le reste, c'est des prairies pour les chevaux et puis les vergers. Et je suis tout seul. Merci Grégory. Peut-être je rebondis sur vos présentations avant d'enchaîner sur la première question. Arnaud, tu parlais de donc label végétal local et MFR. Est-ce que tu peux peut-être préciser pour là, les gens qui nous ont rejoints? Oui, végétal local, c'est quelque chose qui a 10 ans. C'est chapeauté par l'État, en particulier l'Office français pour la biodiversité, et créé à la base avec des associations, des botanistes, etc., qui ont découpé la France en 10 biorégions. L'idée, c'est que les graines collectées sur des plants sauvages qui sont référencés vont être bien adaptés aux conditions locales, à la faune, à la flore, à l'entomofaune. Elles ont coévolué ensemble, toutes ces espèces, et donc en partant de graines locales, finalement, chaque graine donnant un individu qui exprime un potentiel différent, plutôt que de la bouture, pour faire un peu la caricature de deux extrêmes, ça va te donner une diversité de chances de s'adapter à un coup de chaud, un coup de froid, une maladie, plutôt que de voir tous les individus mourir de la même chose à un moment donné. Ça, c'est le végétal local, pour faire rapide. Et donc, il y a un cahier des charges à respecter, il y a des contrôles, il y a une traçabilité depuis le site de collecte jusqu'au client. Tout ça, c'est tracé. Et le MFR, c'est plus ancien, et ça veut dire matériel forestier de reproduction. Et ça répond plus à, historiquement, à une nécessité de production forestière. Donc là, les plants sont pas choisis pour la diversité, et dans le milieu sauvage, ils vont être choisis plutôt déjà dans des forêts cultivées. On va prendre des sujets qui correspondent aux archétypes de l'espèce. Ah oui, cet arbre, il pousse bien droit, il fait des fûts bien larges, il pousse vite, etc. Donc c'est des optiques de production.
Et pourquoi on fait aussi du MFR, même si nous, on n'est pas une pépinière forestière? Alors, ok, on vend quelques plants à des particuliers qui ont des petites forêts, mais c'est anecdotique. On ne vend pas pour la production forestière de masse. On a quand même du MFR parce que dans les projets d'agroforesterie, souvent, même au sein d'une haie diversifiée, on a envie d'avoir de temps en temps un arbre de Auget qui va amener quelque chose de supplémentaire, que ce soit comme perchoir pour les rapaces ou bien à terme comme bois d'œuvre par exemple. Et puis, dans les alignements d'arbres qu'on peut vouloir mettre des fois en agroforesterie au sein d'une parcelle de grande culture, là, pareil, on va chercher aussi plutôt du OG, donc ça peut être éventuellement du MFR. Merci Arnaud pour ces précisions. Vous avez commencé un peu à présenter vos pépinières, mais est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser pour vos deux modèles, pourquoi ce choix-là, pourquoi le choix peut-être de travailler seul ou de s'associer? Et aujourd'hui, peut-être aller plus en détail sur vos principales productions et les canaux que vous avez de commercialisation. Là, je dirais peut-être que Grégory commence cette fois-ci, on alterne à tour Ok, de rôle. très bien. Ok, merci. Alors, moi, j'ai choisi de travailler seul, déjà pour commencer, parce que c'était plus simple à mettre en place. J'ai fait le choix d'un système assez simplifié, avec très peu d'investissement au départ. Et donc, pour limiter les risques, en fait. Moi, aujourd'hui, si la pépinière s'arrête, j'ai pas de dette, quoi. Donc c'est juste mon année de travail. Là, par exemple, si la canicule continue, si on n'a pas d'eau avant l'automne, eh ben, si je fais une année blanche, ben, voilà, ça va être compliqué, mais j'ai pas de dette, voilà. J'ai hésité un moment à salarier parce qu'il y avait de la demande, donc j'avais augmenté la production. Je suis j'étais jusqu'à 5000 greffes à l'année, quoi. Donc ça, tout seul, ça fait qu'il y a il y a des moments où c'est un peu des goulots de surcharge de travail, mais c'est très ponctuel au final. Et au final, j'ai bien fait de ne pas opter pour du salariat parce que la demande, c'est tari, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est posé cette question-là. Voilà, après, il y avait plusieurs questions dans ta question, Sophie. Oui, il y avait peut-être précisé aussi les productions que tu fais en fruitier, de nous donner une vision un peu plus affinée, et tes canaux privilégiés de commercialisation, même tu les as cités, peut-être nous donner un peu plus d'informations dessus. Ouais. Alors, en fruitier, moi, c'est assez classique. Je fais pommier, poirier, cerisier, prunier, abricotier, pêcher. Je fais un peu mais c'est anecdotique, quoi. Je fais un peu de néflier, un peu de nachi, du cormier aussi, parce que c'est un arbre que j'adore, mais il n'y a pas de débouché, en fait. Et après, là où je vais me diversifier, c'est dans les variétés, quoi. Je vais vraiment aller chercher des variétés qui vont être intéressantes, très diversifiées. Je fais de la pomme à cidre, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent des sions d'un an destinés à faire de la haute tige en pomme à cidre. Donc, il y a aussi une diversité de porte-greffes pour que les gens aient le choix de la vigueur de l'arbre quand ils plantent, quoi. Voilà, puis un peu de bouture aussi. Je fais un peu de bouture de vigne, un peu de bouture de petits fruits. Euh, voilà. Euh, et puis en débouché, bah, donc beaucoup de particuliers, mais c'est clair que cette clientèle-là, elle se tarit parce qu'il y a eu beaucoup d'installations, surtout en Ouest, là. Et donc là, euh, comment dire, c'est saturé, quoi. Le marché est saturé. Donc, il y a un peu de collectivité et un peu notamment de planteurs en agroforesterie qui me prennent des arbres. Et
Et après, voilà, c'est plus là ce que je vais chercher aujourd'hui à développer comme clientèle, ça va être des, des commandes qui sont un peu plus conséquentes, quoi. Parce que le marché du particulier, avant, en fait, au moment où je me suis installé, j'avais personne. On était deux en Maine-et-Loire, mais vraiment opposés. On était à 120 km l'un de l'autre, quoi. Euh, et, euh, et aujourd'hui, et personne dans les 5 départements autour, quoi. Et aujourd'hui, eh ben, il y a 3 à 4 pépinières dans chaque département, quoi, qui font du bio, de la vente directe en fruitier. Donc voilà, la plupart sont venus en stage chez moi, donc je le savais, hein, mais aujourd'hui, il faut s'organiser pour pouvoir chacun vivre, quoi. Et donc là, on est en train de se regrouper avec plusieurs pépiniéristes. Donc on est 4 producteurs en fruitier et 4 producteurs en bocager pour essayer d'avoir un catalogue commun pour aller chercher le marché des collectivités, répondre aussi les planteurs qui font de l'agroforesterie, plutôt que de faire 10 pépinières différentes, ben là, ils n'auraient qu'un seul interlocuteur, quoi. Et essayer de leur simplifier un peu le travail et puis ben, répondre aux appels d'offres. Qui est ça, c'est un gros truc. Et puis avant ça, même, on aimerait faire du lobbying pour que les collectivités puissent construire leurs appels d'offres pour que on soit parce qu'en fait si on parle que du prix, nous on peut pas être retenu au niveau des appels d'offres. Mais par contre, s'ils veulent vraiment du local, parce que ils travaillent avec des pépiniéristes locaux, mais c'est des grosses pépinières qui n'ont pas forcément des productions locales, qui font beaucoup d'achats-reventes. Mais ça, s'ils le stipulent pas dans leurs appels d'offres, ben en fait, ça passe à l'as, quoi. Donc voilà. Ah, merci, Grégory. Hyper intéressant en tout cas ce regroupement. Mm. Eh ben écoute Arnaud, à toi la parole. Oui, bon, j'ai déjà un peu décrit le type de production. Je vous ai mis le lien de la pépinière, comme ça vous pouvez voir au sein du site, il y a une partie avec nos plantes qui est composée de 2 volets. Un onglet pour ce qui est plus fruitier, destination des forêts comestibles, et puis l'autre qui est plus sur l'agroforesterie, la restauration de la nature. Et pour donner un peu une idée, c'est 90%, 95%, ouais, 90 on va dire, allez, 90% c'est l'agroforestier en termes de chiffre d'affaires. Euh, et les 10% restants, c'est les particuliers pour les fruitiers. Je caricature un peu, sachant qu'il y a des fois des collectivités ou des collègues du monde agricole qui vont aussi prendre un peu de fruitiers, mais c'est quand même le plus gros du volume et en chiffre d'affaires, l'agroforestier, que ce soit pour les champs ou bien la renaturation. Avec nous, grosso modo, on s'approche des 100 000 plants produits par an. Mais on les vend pas forcément tous dans l'année. Il y a de la perte de production, il y a du plan qui est trop petit et qui nécessite d'être entretenu pendant 2, 3 ans avant d'être vendu. Mais en général, c'est en jeune plan racine nue que c'est vendu, donc entre l'âge de 1 à 3 ans. Euh, que dire d'autre? Nous aussi, comme Grégory, on a fait le choix d'autofinancer et de réinvestir petit à petit avec nos gains pour améliorer les conditions de travail, la capacité à produire. Étant 3 avec des contraintes familiales, on est parti sur de la mécanisation. Et donc, forcément, ça nécessite des volumes plus grands, hein. Enfin, si on avait voulu faire tout juste à la main avec très peu d'outils mécaniques, genre du motoculteur ou je sais pas quoi, des petites choses simples, ou même de la traction animale, hein, parce que c'est très attirant, mais bon, sauf qu'on n'y connaissait rien à la base, donc
On ne s'est pas non plus lancé là-dessus, mais on est plus parti sur la mécanique. On avait un peu de savoir. Et donc, on reste quand même si on a des coups durs de production, des bouchers autonomes. On a un toit sur la tête, on a un jardin et on produit tout un tas de petits trucs à titre familial. Donc ça, c'est une sacrée sécurité d'éviter de dépendre des banques, de choisir à quel niveau on veut se rémunérer en fonction des investissements qu'on a à faire. Et pourquoi 3 plutôt que pas? Ça, c'est un peu les chemins de la vie, le fruit du hasard. Parce qu'au début, c'était un projet agricole que j'avais de longue date et que j'allais faire seul. Quand la situation en Haïti a dégénéré, peu avant le Covid-19. Déjà à l'époque, les États-Unis ont commencé à mettre la pression au Venezuela, qui vendait du pétrole pas cher dans toute la zone là-bas. Et Haïti est un des pays, si c'est le pays le plus pauvre au monde, en tout cas à l'époque, ben, dès que le pétrole flambe, il y a tout qui dérape, quoi. Et, et les... Je vous fais la petite histoire vite fait, c'est quand même bien, c'est pas très connu, mais les très riches de ce pays-là, ils tiennent des gangs en main pour se faire la guerre entre eux. Et puis à un moment donné, quand l'économie va plus, ils s'occupent plus des gangs. Et les gars, ils sont camés, ils ont des armes et ils savent plus quoi faire. Ben, ils se mettent à rançonner, à violer, à kidnapper. Donc à ce moment-là, quand on a une petite vie de famille, un premier enfant, ben, malheureusement, on abandonne son projet de vie et on trouve un endroit plus sécure. Et c'est comme ça que le projet s'est lancé. On a dit, OK, moi j'ai le projet agricole, ça vous intéresse aussi apparemment, imaginons ça ensemble. C'est parti sur ces bases-là. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme angle encore de la question qu'il faudrait préciser, Sophie? Ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont revenir après si tu veux rebondir. Mais donc c'est ton frère qui est rentré d'Haïti et qui est venu Avec son construire. épouse haïtienne et leur premier enfant à l'époque. Et donc, c'est ensemble qu'on a défini le projet, quoi. Et ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Nous, c'est novembre 2021 qu'on s'est installé officiellement. Et on a fait nos premiers essais en 2020. Bon, on avait déjà fait des petits trucs, chacun de son côté, différentes expériences, mais vraiment en mode test de pépinière, c'est au courant de l'année 2020-21. Et puis c'est fin 21 qu'on l'a créé. Donc là, on est dans notre cinquième année seulement, mais bah ouais, ça se développe vraiment bien parce que pour comparer un peu avec Grégory, quoi, qui vous présentait le paysage aussi un peu concurrentiel. Nous, on s'est créé à un moment donné où il n'y avait pas encore trop de monde. Sur le nord-est de la France, on est une dizaine de pépinières agroforestières qui proposons du végétal local. On est structuré en coopérative à cette échelle-là, avec les collecteurs, les producteurs, les collectivités, les associations. On se parle, on se coordonne pour développer la filière. Et plus particulièrement en Alsace, on n'est que deux pépinières. Il y en a une vraiment dans le sud, qui est plus une pépinière forestière en réalité, et qui ne veut pas développer l'agroforesterie au-delà d'un certain niveau. Et donc, grosso modo, nous, là, au bout de 5 ans, on est déjà au même niveau, voire au-dessus d'elle dans ce secteur, mais parce que nous, c'est notre spécialité et qu'on en a besoin pour l'équilibre qu'on recherche entre les investissements et les salaires et ben, les revenus qu'il faut arriver à générer. Donc, on a su trouver une place, on a fait du lobbying, comme disait. Alors moi, à la limite, je dirais même c'est pas du lobbying, quoi, hein, c'est porter un plaidoyer parce que c'est pour l'intérêt commun. Parce que finalement, quand on produit en bio, on pollue pas, ça fait moins de dépenses par la suite à toute la société. Il y a plein de co-bénéfices. Et puis, oui, bah, vaut mieux mettre aussi du végétal local, notamment pour ces projets de renaturation, restauration de la nature, que du plan qui va venir d'Europe de l'Est ou des Pays-Bas et qui a rien à voir, qui a rien à voir ici.
qui reprendra pas aussi bien. Donc, au final, ça va coûter aussi plus cher de devoir en replanter derrière parce qu'ils n'ont pas repris. Il y a tout ça qu'on a expliqué. On a pris des rendez-vous au début avec différentes structures pour expliquer qui on est, pourquoi on le fait et puis pourquoi on coûte plus cher aussi que la plupart des autres grosses pépinières, parce que nous, on est quand même petite pépinière. Alors, il y a beaucoup plus petit aussi, évidemment, mais ça reste quand même assez petit en comparaison des autres qui, dans le forestier, font des millions de plants par année. Alors pour la forêt, et ils vont faire aussi des centaines de millions, voire jusqu'au million pour l'agroforestier, certains. Mais eux, par contre, c'est pesticides une semaine, désherbage mécanique la semaine suivante, et puis entre les deux, irrigation non-stop, engrais de synthèse éventuellement aussi. Donc tout ça, ça n'a pas les mêmes impacts climat, biodive, eau potable, compagnie. Euh, et bon, le paysage, quand même, n'empêche, alors on arrive à se trouver notre place, on arrive à trouver un débouché qui n'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait besoin, hein. Nous, idéalement, pour notre équilibre économique, c'est 100 000 produits, 100 000 vendus. On n'y est pas encore. Au bout de 5 ans, grosso modo, on a fait 60% du chemin, ce qui est pas mal quand même. On arrive à s'agrandir, à investir dans le matériel qu'on veut, à se payer un peu. Donc c'est plutôt satisfaisant d'une certaine façon, mais ça reste très fragile. Là, cette année, c'est assez catastrophique en termes de production, avec d'abord un démarrage très froid et puis ensuite des gros coups de chaud. Donc ça va avoir des impacts par la suite sur notre capacité, à investir ou pas. Mais bon, on n'a plus tellement de besoin que ça maintenant, donc c'est un peu moins grave. Mais surtout à satisfaire la clientèle, quoi. On aura peut-être un peu un manque de plans dans 2 ans, on verra. Mais, euh, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, on a l'impression que l'hiver prochain, on risque d'avoir moins de commandes. C'est ce qu'on commence à entendre un peu à droite à gauche, en tout cas dans le monde agricole, que il y a des difficultés dans plein de filières. Et même s'il y a encore des aides publiques pour la plantation, il y a des gens qui remettent en question le genre de projet qu'ils avaient. Donc on n'est jamais assuré de la suite. On fait du chiffre essentiellement une fois par année, hein, en hiver. Donc tout le reste de l'année, on bosse un peu dans l'inconnu et on a quand même des charges à payer. D'où l'intérêt aussi, comme Grégory, de limiter au maximum ses charges. Parce que il faut être costaud côté trésorerie. Euh, Arnaud, ouais, je me voilà. Je crois permets que de je vais te m'arrêter là-dessus. couper. Ouais, je me permets de te couper parce que entre guillemets, ça fait aussi le lien avec les questions d'après. Et notamment, quand tous les deux, vous avez décidé de créer, de co-créer pour ton cas, Arnaud, la pépinière, c'était quoi les choix de départ qui étaient vraiment structurants pour à la fois avoir un projet de pépinière qui soit écologique, mais économiquement viable parce que ça reste le nerf de la guerre. Je te laisse peut-être rebondir, Grégory. Oui, alors c'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est des choses qui se font. Alors déjà, moi, il y a 10 ans, clairement, le contexte n'était pas du tout le même, quoi. Les filières n'étaient pas en tension, il n'y avait pas du tout de concurrence. Moi, les gens, ils venaient, ils pouvaient faire 1h30 à 2 heures de route pour venir chercher les fruitiers chez moi. J'arrivais pas à fournir la demande, en fait. Donc, ça met moins de tension sur le projet. C'est sûr que, étant donné que moi j'avais un projet qui me présentait peu de risques, j'y suis allé un peu en faisant des choix au fur et à mesure au moment de l'installation. Mais si j'avais des conseils à donner, la première chose quand même en pépinière, c'est déjà regarder le sol. Enfin, c'est assurer au niveau technique la production, quoi. Les capacités du sol à produire, moi je suis sur un sol limoneux, donc ça m'a permis de ne pas faire d'investissement au niveau d'une réserve d'eau. J'ai un peu serré les fesses au moment, à la première sécheresse, je sais plus, c'était
Le premier coup de chaud, on a eu 3 mois sans eau, avec vraiment pas d'eau, pas une goutte de pluie. Et mes plans ont tenu, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a conforté à ce moment-là, je me suis posé la question de faire une réserve d'eau et au final, ça passe. J'ai juste un puits en fait. Mais bon, ça, c'est deux grosses questions, quoi. Mettre en adéquation les capacités du sol et l'accès à l'eau. Pour moi, aujourd'hui, si je devais m'installer, clairement, c'est une bonne étude de marché, quoi. Vraiment, pour définir dans quelle production je me lancerai. En fruitier, il y a encore des choses qui sont peu produites localement. Parce que c'est déjà la demande, elle n'est pas énorme. Notamment, je pense aux châtaigniers, noyers, noisetiers, tous ces fruits-là. La demande n'est pas énorme et la production est plus compliquée que, que les fruitiers plus classiques, quoi. Donc ouais, voilà, déterminer euh, quelle, euh, quelle production peut avoir un bon débouché, quoi. Ça, c'est aujourd'hui, là, c'est essentiel, quoi. Et puis, ouais, voir le paysage des producteurs, quoi, histoire de pas rajouter de la tension là où il y en a déjà. Mm. Oui, ça rentre dans le fait de faire une bonne étude de marché, comme tu disais, Mm. et de voir comment être complémentaire et pas concurrent par rapport aux pépiniéristes déjà installés dans une région donnée. Ouais. Et après, par rapport à ta question sur les choix écologiques, alors c'est important d'être, enfin, voilà, de respecter ses convictions mais à la fois, je dirais, ce qui est important aussi, c'est de se respecter au niveau humain aussi, parce que moi, je vois des projets où écologiquement et au niveau de la qualité des produits, c'est top, quoi, c'est vraiment, mais il y a 70 heures de travail par semaine, quoi. Et en fait, c'est des projets qui sont pas tenables dans la durée, quoi. Moi, j'ai 3 enfants et pour moi, ça, c'est central en fait de pouvoir être présent, de pouvoir avoir une qualité de vie et donc ça aussi, ça a été important dans le choix de la pépinière. Moi, j'avais un projet d'installation agricole, mais je ne savais pas exactement quoi. J'hésitais, maraîchage, verger, et puis j'ai trouvé la pépinière fruitière. Et c'est vrai que c'était un bon. Ça me permettait de me dégager du temps libre, quoi. Ça, pour Merci moi, Grégory. c'est assez central dans mon projet. Merci à toi. Mm. J'aime beaucoup toutes les réponses de Grégory. C'est vrai que l'eau et le sol, déjà, c'est essentiel. Tu as commencé par là. Donc ça dépend un peu si vous avez déjà un terrain ou pas, si vous savez dans quel endroit vous voulez vous installer ou non. Ça peut changer beaucoup de choses à votre projet, quoi. Vous pouvez avoir un projet théorique, mais au final, si vous connaissez pas encore l'endroit, ça peut tout bouleverser. Euh, Après, oui, le cahier des charges bio, sans labour, ça c'est des trucs qui nous tenaient à cœur. Les heures de travail, bon, on savait qu'il y en aurait beaucoup. Pour nous, c'était sûr que les premières années, on bosserait beaucoup, on se paierait moins, mais parce qu'on voulait pas dépendre des banques, parce qu'on voulait un certain confort dans le travail, qu'on savait qu'on aurait besoin d'un certain volume de production, parce que notre étude de marché, entre guillemets, sur l'agroforestier, on savait bien que ça pouvait pas, même si on pouvait essayer de le valoriser un peu plus que les tarifs moyens qui sont issus de la production conventionnelle, on savait que c'est pas cher payé. Et donc, il faudrait produire des très grosses quantités. Et donc, pour arriver à en vivre à 3 personnes, avec un niveau de vie quand même un peu convenable, c'est-à-dire, on s'est dit, on veut pas être trop gourmand non plus, mais on vise à terme
quelque chose qui n'est pas uniquement au niveau du SMIC, hein. On se dit 1,5 ou 2 SMIC, c'est pas volé, vu la dureté du travail. Euh, mais donc, ensuite, bah ouais, ça oriente forcément les choses, quoi. Quand tu connais ton sol, nous on connaissait. On savait que c'était des terres familiales qui étaient en location, qu'on voulait reprendre. Donc on connaissait leurs caractéristiques. Alors c'est pas de la super terre classique de pépinière, c'est pas sablonneux du tout. C'est une terre bien riche, c'est du riz noir, c'est des anciennes zones marécageuses, c'est assez lourd en hiver, etc., quoi. Ça demande du matériel un peu spécifique, mais ça permet de produire des plantes de façon assez rustique parce que c'est un sol qui potentiellement il a encore pas mal de matière organique et nous on en fait revenir dedans en plus avec nos pratiques bio-sol vivant. Donc derrière c'est un sol qui va aussi mieux résister au manque de flotte ou à l'excès. Ça fait des plants qui sont en meilleure santé plus facilement, quoi, et des super taux de reprise, des retours clients vraiment chouettes et du bouche à oreille qui fonctionne bien aussi, je pense. Du coup, c'est ça aussi qui nous amène à avoir une place sur le marché. Mais ce marché, oui, il est déjà très tendu aussi chez nous, dans le nord-est de la France, sur cette activité-là. Encore une fois, Grégory et moi, là, on vous présente deux choses différentes, hein. Mais vous vous rendez compte on a des contraintes qui sont un peu les mêmes. Et aussi la pépinière agroforestière euh, à vocation plantation de haies, alignement d'arbres, restauration de la nature, c'est quand même déjà hyper tendu. Le marché, il n'est pas si énorme que ça. Et nous, on avait fait cette étude de marché en s'enseignant auprès des acteurs de la filière, mais entre ce que eux, ils ont comme ambition de plantation et de projet et la réalité, ou alors c'est nous qui nous débrouillons mal pour trouver les bouchers, mais enfin, quand même, c'est pas encore, c'est pas l'Eldorado, hein. Nous, on pense que c'est déjà relativement saturé, en tout cas dans le contexte politique actuel. Après, ça peut se développer, hein, on ne dit pas le contraire, mais pour le moment, c'est limite. On a vu des jeunes qui sont passés chez nous en stagiaire et qui essayent de se lancer, pour qui c'est pas forcément hyper évident de trouver un modèle, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment pas facile de calculer de quoi on aura besoin, combien ça coûte, combien il faut arriver à produire pour amortir ce matériel. C'est pas le tout de l'avoir, hein. C'est de pouvoir aussi le réparer s'il y a une casse, c'est de pouvoir le renouveler si vraiment il est en bout de vie. Donc pour ça, il faut mettre de l'argent de côté au fur et à mesure qu'on travaille avec, en plus de pouvoir se payer, de pouvoir payer ses charges, parce que malgré tout, il y en a quand même un minimum. Il y aura des petites factures au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses à calculer qui ont un impact sur le volume de production, les tarifs que vous voudrez fixer en fonction du nombre d'heures de travail que vous demandera ce volume de production. Et bon, vous pouvez viser du marché de niche hyper qualitatif, mais il faut trouver la clientèle qui va avec. Et après, c'est une autre question à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que vous voulez vous adresser aussi au plus grand nombre ou pas, où se situer, quoi. Ça, c'est des réponses qu'on peut pas avoir à votre place. Mais ce qui est, je pense, pour nous, les questions de base, ce qui était important, c'était de rester maître de notre projet, donc pas dépendre des banques, être éthiquement en phase avec soi, comme Grégory. Et donc, c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir un environnement qui nous convient et où on peut évoluer différemment aussi s'il y a besoin. S'il y a besoin de changer de type de production. Nos infrastructures agroécologiques, elles sont en place. Nos outils de travail sont assez versatiles. On peut les utiliser pour d'autres productions éventuellement. Donc ça faisait partie aussi un peu des réflexions, je crois. Merci Arnaud. Et justement, par rapport à toutes ces pratiques que vous avez décrites, donc sol vivant, être en bio, pour certains, pour Grégory, être en traction animale, avoir du végétal local ou MFR,
toutes ces pratiques aujourd'hui, comment ça influence votre travail et quels bénéfices vous pouvez observer, mais également quelles contraintes dans le temps? Je continue, cette fois-ci, je réponds en premier à cette question. Nous, j'ai déjà répondu en partie à ça et je rajouterais que ça ouvre des marchés, quoi. Parce que c'est un choix aussi, ça détermine aussi un peu le type de clientèle, notamment sur le végétal local, quoi, pour tout ce qui est renaturation ou bien plantation de haies. Il y a des aides publiques qui, dans leur cahier des charges, prévoient le végétal local présent à un certain niveau. Donc, ça fait que ben, les personnes, collectivités, personnes morales ou bien personnes individuelles vont nous trouver dans la liste des producteurs de leur région et puis peut-être opter pour nous parce qu'en plus, on a d'autres valeurs et d'autres pratiques qui leur donneront envie de faire l'effort économique que représente le choix de nos productions. Euh, on a vu ça comme ça, ouais. Donc, avoir affaire à une clientèle un peu plus consciente puis nous-mêmes faire le travail de la conscientiser. Ce que je disais tout à l'heure, quoi, d'aller démarcher certaines structures, syndicats des eaux, agences de l'eau, etc. Tous ceux qui sont éventuellement prescripteurs de marchés publics, de travaux, porteurs de projets, pour leur expliquer, leur donner envie dans leurs appels d'offres ou bien dans leur cahier des charges ou même en passant compte direct auprès de nous, d'être eux aussi cohérents. Et est-ce que tu as identifié des contraintes ou des bénéfices, même Ah en oui, termes, pardon. enfin, Ben là, je parlais un business? peu des bénéfices, des raisons. Et c'est vrai que les contraintes, il y en a forcément, mais je le disais rapidement tout à l'heure, il y a un cahier des charges à respecter aussi, comme pour en bio, en MFR ou en végétal local, il y a des règles. Notamment la traçabilité des graines de A à Z. Donc, ça nécessite aussi, au niveau administratif, comptable, gestion des stocks, étiquetage, etc., d'avoir des outils, soit qu'on fait qu'on fait se causer ou bien qui sont déjà prévus pour automatiquement se transmettre les données. Et puis nous-mêmes sur le terrain, après, concrètement, il faut aussi être un peu rigoureux et puis étiqueter aux différentes étapes. Donc il y a des contraintes comme ça, il y a des visites, il y a des contrôles, surprise ou pas. Donc ça peut être perçu comme de la contrainte, mais après, c'est pas si terrible que ça, je trouve. Ça Ça marche. va. Merci Arnaud. Et pour toi, Grégory? Eh ben, si on parle du bio, j'ai du mal à mesurer l'impact que ça a sur la clientèle, parce que, en tout cas, en, en clientèle de particuliers, il y a quand même peu de particuliers qui sont sensibles au bio non alimentaire, quoi. Parce qu'en gros, un arbre, 3 ans après qu'il soit planté, il est bio, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui me font la réflexion, mais à quoi ça sert de planter un arbre bio, quoi. Mais bon, ça permet de faire un peu de sensibilisation et d'expliquer pourquoi, en fait, moi, je consomme bio. C'est pas que pour ma santé, c'est aussi pour tout ce que ça implique au niveau du mode de production, quoi. Après, les contraintes, bah oui, elles sont administratives, mais c'est assez léger, surtout sur un système assez simple comme le mien. Et ce qui n'est pas négligeable hein, aujourd'hui, c'est les aides qu'on peut avoir. Alors la principale, moi, dans un système comme le mien qui est très, enfin, voilà, j'ai pas un gros chiffre d'affaires, et ben le crédit d'impôt bio, et ben pour moi c'est un gros 13e mois, quoi. Vraiment, là et aujourd'hui, il est à 4 500 euros. Bah, c'est vrai que bah, je ne serais pas en bio. Voilà, ce serait ça en moins, quoi. En sachant que moi, c'était même pas une question, en fait. Le bio, c'était même pas.
c'était naturel, quoi. Et un peu pareil avec la traction animale, en fait. Je sais pas pourquoi ça m'attirait. J'y connaissais rien dans les chevaux, mais pour moi, le projet d'installation, c'était en traction animale, quoi. Donc l'avantage, c'est l'autonomie énergétique quand même, hein. Mon pétrole, c'est l'herbe qui pousse, quoi. L'autre avantage qui est pas négligeable, c'est l'impact sur les sols, qui est quand même limité. Et moi, je suis sur un sol quand même assez limoneux, donc l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer assez vite dans les parcelles, ce que je pourrais pas faire en tracteur. Vraiment, là, il y a une année, il y a un an ou 2 ans, où bah, le printemps était très pluvieux et j'ai pu quand même travailler le sol. Et puis, bah, c'est pas le même travail, hein, au niveau du bruit, au niveau de l'odeur. C'est quand même un travail qui est hyper agréable, quoi. La limite, bah, c'est ma capacité physique, hein. C'est quand même plus engageant physiquement de travailler avec le cheval. Le fait d'être tout seul, un peu tout seul aussi, techniquement, au niveau des compétences, c'est un peu isolé, quoi. Faut faire quelques bornes pour trouver les premières personnes à qui demander un remplaçant pour mon cheval quand il va pas, des conseils techniques, du matériel. Voilà, c'est un peu plus marginal, quoi. Ça marginalise un peu plus. Voilà, et ça demande une présence continue. Le tracteur, ben, on le range, s'il est bien rangé, bien entretenu, si on peut le ranger 6 mois, c'est pas un souci, quoi. Le cheval, il faut faire les clôtures, il faut y être tous les jours, en fait. Merci Grégory. Avant qu'on passe à vos questions, une dernière question donc, pour vous deux. Là maintenant vous avez respectivement 11 ans et 5 ans d'installation, de création d'entreprise. C'est quoi selon vous les principaux leviers de rentabilité de vos pépinières, et à l'inverse, quelles sont les erreurs ou les fausses bonnes idées que vous conseillerez d'éviter à quelqu'un qui souhaite se lancer? Eh ben, moi, je veux bien prendre la parole. Le premier levier, c'est l'aspect technique, l'aspect de la production, hein. C'est maîtriser la production. Ça se fait pas tout de suite, quoi. Ça demande un peu d'expérience. Et puis, bah, on en a déjà parlé, hein, l'étude de marché, quoi. C'est sûr. Ouais, en fait, la production, c'est ce que tout le monde, moi, dans tous les gens que j'ai rencontrés qui s'installaient, la production, c'est ce qui intéressait tout le monde. La vente, et ben, c'est pas inné, en fait. Et ça, mais tous les formateurs, toutes les structures qui accompagnent les porteurs de projets le disent, mais on n'écoute pas assez que la vente, c'est un métier en plus et qu'il faut réussir à maîtriser. Et ça, ça passe par de la communication, enfin voilà, de la présence, une certaine stratégie commerciale, quoi. Mmh. Ce qui, moi, c'est vraiment pas le truc qui m'attire, quoi. Et ben, Pourtant, on a beau maîtriser la production, faire des super produits, si on les vend pas, et ben voilà, c'est juste pour la gloire, quoi. c'est sûr que c'est un aspect super important. Donc oui, une des réponses, c'est que un des leviers de rentabilité, c'est savoir communiquer, savoir dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on a à proposer, quoi. C'est un peu toute l'histoire. Suivant le type de public, on va le dire différemment, donc, ou à différents moments, à différents endroits. Donc, on va pas vous faire un cours de marketing ou de communication là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à creuser, et ce qui est peut-être un peu compliqué pour nous autres petites structures, c'est on ne sait pas forcément si ça marche tant que ça, quoi, ce qu'on fait dans le domaine. On va pas se payer des cabinets, des trucs, des outils qui permettent de faire l'étude fine de pourquoi il y a eu tel ou tel achat. Mais bon, on demande quand même de temps en temps aux personnes comment elles nous ont connus, pourquoi elles viennent, pourquoi elles reviennent.
Donc ça aide quand même un peu à savoir est-ce qu'on est totalement dans de l'inutile ou est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait de communiquer régulièrement sur tel canal ou sur tel autre, de telle façon ou pas. Mais bon, avant, et c'est vrai que c'est hyper important, mais avant ça, c'est déjà tout à la base, c'est limiter ses charges, quoi. Moins on a de dépenses pour produire quelque chose, plus facile c'est derrière de le vendre à un prix qui est peut-être pas trop élevé, parce que au final, sauf si on est sûr de trouver la clientèle qui a les moyens pour, ben, ça joue quand même souvent dans le choix, ou ça peut jouer. En tout cas, sur un certain volume. Si on veut faire un petit revenu complémentaire, si on veut être sur une pépinière un peu quasiment de loisir, mais bon, qui est déjà un peu professionnel, mais qui sera peut-être pas un emploi à temps plein, un petit revenu complémentaire, oui, on peut se permettre de faire de la toute petite production hyper quali, de la vendre au prix qu'on veut, et ça fait un petit revenu complémentaire, on se fait plaisir parce qu'on est notre source de revenus par ailleurs, ou parce qu'on est dans un couple ou une famille ou machin, on n'est pas forcément obligé de faire trop. Ça peut faire partie d'une stratégie. Mais si on veut vraiment en vivre, ouais, ben, c'est toujours un peu pareil. C'est combien je dépense d'un côté, combien je rentre de l'autre. La rentabilité, elle n'est pas forcément énorme. Enfin, si vous cherchez des rentabilités à 10% ou 15%, là, comme dans le monde de la finance, faut pas aller dans la pépinière, ça c'est sûr, hein. Vous allez investir 10, vous allez pas sortir du 11 ou du. Enfin, ça, ça reste des activités où on peut en vivre si on se débrouille bien, mais donc les leviers, c'est aussi de calculer quelles sont les charges qu'on va avoir, qu'est-ce que ça coûte vraiment de produire ça et à quel prix faudrait le vendre au final, quoi. Et donc d'intégrer ce que je disais déjà tout à l'heure, l'amortissement de votre matériel, le fait de mettre un peu d'argent de côté pour peut-être compléter votre gamme d'outils. Euh, bon, évidemment, votre salaire ou le salaire des personnes que vous employez, les, les coûts sont multiples, quoi. Mais souvent, on pense pas trop à tout ça au début, quoi. Donc, ça peut valoir le coup de faire aussi des stages, de passer dans différentes structures pour en causer aussi sur le terrain. Rendre compte, pas uniquement des aspects production, parce que même là, c'est vrai qu'on en a peut-être vachement envie au début, mais même là, il peut y avoir des surprises aussi, quoi. Sur ah ouais, c'est pas si facile ou c'est physiquement plus dur que je croyais. Nous, on a eu énormément de stagiaires comme ça, hein, qui finalement se sont rendus compte que c'était peut-être pas pour eux, quoi. Oui, ce qui est sain aussi de Parce se que rendre compte. physiquement, et donc un Ce qui est le but levier, des un stages, levier effectivement. de rentabilité, c'est votre santé, quoi, aussi. Mhm. C'est prenez soin de vous pour retenir la distance, quoi. Mhm. Merci Arnaud. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Il y en a quelques-unes dans le chat. Donc Arnaud, tu as commencé d'ailleurs à y répondre en partie. Il y avait une question d'Aurélien qui demandait quelle est votre formation. Et j'imagine forcément si vous avez dû faire une formation complémentaire avant de vous installer en lien avec le monde de la pépinière. Oui, oui, il y a eu mon frère, il a pu suivre une petite séquence de formation liée au réseau F-France, mais après, c'est beaucoup sur le tas hein, qu'on affine les choses et en échangeant avec les collègues. Merci Arnaud. Bah, moi, j'avais fait une école d'ingénieur en agriculture, donc j'avais la capacité agricole, donc j'ai pu m'installer avec les aides. Euh, la capacité agricole, ça te permet d'avoir accès aux terres plus facilement et puis avoir accès aux aides, quoi. Dans l'installation notamment. Ouais, Surtout mais les aides alors installations. la formation technique, elle se fait surtout par de la pratique, quoi, par des stages, éventuellement du salariat. Alors le souci, c'est que nous, dans nos modèles, on n'embauche pas beaucoup, quoi. Moi, tous mes collègues, ils sont tout seuls et donc il y a pas de salariat possible. Mais après, bon, bah, il y a les stages de parrainage, il y a des formations qui se font vraiment tout en pratique.
mais elles ont tendance à se raréfier, vu les coupes budgétaires. Mais ouais, la formation technique, elle se fait principalement sur le terrain, quoi. Donc, stage ou feeling salariat. Mm. Ok, merci. Euh, Il y a une question de Léa qui demande, est-ce que vous avez des clients en dehors de votre département, éventuellement même à l'étranger? Déjà, je vais prendre cette question-là. Pour la deuxième, j'y répondrai. Et si, en même temps, est-ce que vous avez des partenariats avec des instituts de recherche et quelles sont les subventions que vous avez eues au démarrage ou en cours de développement de vos activités? Alors oui, moi j'en vois un peu d'arbres, mais c'est pas très loin en Belgique. Et après, ça rayonne un petit peu dans d'autres départements, mais moi je vends mes arbres comme étant produits localement et adaptés. Et puis pareil pour les variétés en fait. Déjà ils ont poussé ici, mais en plus c'est des variétés qui sont plutôt adaptées localement. Donc, je cherche pas à expédier partout, quoi. Et dans l'idée de la filière, moi, je trouve ça bien. Pour revenir sur ce qu'on disait, que ça se tend, c'est un fait. Mais je trouve ça bien qu'il y ait plus de pépinières locales. Maintenant, c'est à nous d'essayer de structurer une filière qui puisse développer le marché pour que chacun en vive, en fait. Et là, on est dans cette phase-là, en fait. De pouvoir continuer à produire et vendre localement, mais du coup développer le marché. Voilà. Après, l'autre question, c'était sur les aides. Il y a les aides à l'installation, hein, ça, c'est pas négligeable. Moi, quand je me suis installé, c'était autour de 25 000 euros. Donc ça fait, sachant que nous, en agricole, quand on s'installe, souvent, les premières ventes interviennent à peu près un an après, quoi. Donc ça permet L'idée de l'aide agricole, elle est là, hein, c'est de se faire un salaire pour la première année avant d'avoir les premières ventes, hein. Et après, il peut y avoir des petites aides à droite à gauche, faut essayer de grappiller, mais moi, j'en ai pas eu tant que ça, quoi. Il y a des prêts à taux zéro. Moi, j'ai pas dû emprunter pour acheter le terrain. Je suis propriétaire, mais voilà. Ouais. Donc, en complément de Grégory, je confirme la, la dotation. Ça, c'est quelque chose qui peut aider au démarrage. Alors, on peut le voir comme une sorte de salaire en attendant un premier revenu, mais normalement, c'est très précis quand même comme truc et c'est censé correspondre à des investissements que vous réalisez pour, je sais pas, mettre en place une serre de production, acheter tel ou tel outil. Euh, donc ça, nous, on est aussi passé par là. Installation jeune agriculteur, donc il faut, enfin Sophie a répondu dans le chat hein, sur le BPREA ou une équivalence de capacité professionnelle agricole, ce que mon frère et moi on a, tout comme Grégory de par nos études. Et puis, nous, on vend à l'échelle du reste de la France, sur notre zone végétale locale. Il y a des fois un client suisse ou allemand qui vient nous acheter parce qu'on est en Alsace. Et donc, c'est logique. Il devrait même y en avoir plus à la limite. Mais bon, ils ont aussi leur système. Et s'il n'y a pas en cours d'harmonisation européenne pour les équivalents de végétal local dans des régions comme les nôtres, alors que ça ferait sens. Institut de recherche, on bosse des fois avec des chercheurs, mais pas de façon structurée pour l'instant. En tout cas, ça rapporte rien. Ou il y a peut-être des fois certains programmes où ça peut rapporter quelque chose à certaines pépinières, mais enfin, nous, c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est plus du bénévolat. Euh, et puis au-delà des aides à l'installation, on a répondu à des appels d'offres les dernières années du PAC, des appels à investissement dans les pépinières pour augmenter la production justement agroforestière. Donc ça nous a permis d'avoir 40% d'aide sur l'achat de certains matériels, mais du coup c'est du matériel neuf, donc ça coûte cher aussi, quoi. Mais bon, il va bien fonctionner dès le début, il durera peut-être plus longtemps, mais il faut l'avoir en retire, donc il faut avoir la trésorerie d'avance. Enfin, c'est une autre problématique que d'acheter que du matériel d'occasion. On a acheté pas mal de matériel d'occasion aussi par ailleurs. Et là, c'est question donc pour Grégory. Donc, Grégory, toi, tu as acheté le terrain.
Et autre question, est-ce que vous pouvez nous partager vos chiffres en termes de chiffre d'affaires, charges et EBE, donc le bénéfice, excédent d'exploitation brut, excédent brut d'exploitation, pardon, pour chacune de vos fermes, pour que les gens aient une idée, puissent se projeter. Moi, je fais pas de compta parce que donc je suis au micro BA, donc j'ai pas de compta nécessaire. J'ai juste mon idée de chiffre d'affaires et après, qu'est-ce que j'en des charges. Je suis monté jusqu'à 45 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis plutôt j'ai fait une année à 30 000, donc ouais, quand même. Ça fait quand même une baisse. Les charges baissent peu entre les deux, en fait. Entre une année à 45 000 euros de chiffre d'affaires avec une bonne vente et une bonne année de production aussi, parce que ça joue. Je suis autour de, du coup, autour de 15 à 20 000 euros de charges. Donc, je suis entre 15 et 20 000 euros pareil, que je peux me mettre en salaire. Alors, et la notion de salaire, elle est relative à qu'est-ce que l'entreprise peut aussi dégager qui n'est pas compté dans le salaire, quoi. Elle paye beaucoup de choses, l'entreprise, en fait. Et donc, elle apporte un confort de vie qui n'est pas négligeable. Moi, tout ce que je fais en autonomie alimentaire, c'est l'entreprise qui le paye. Et l'autonomie alimentaire, elle est importante sur la ferme. Tout ce que je fais en bricolage, il y a plein d'investissements que l'entreprise peut faire qui peut servir un peu en perso, quoi. Et ça met quand même pas mal de beurre dans les épinards, quoi. Merci Grégory. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir précisé ça. Et puis, ben, nous c'est pas le même modèle, hein, vous avez compris, parce que du coup, on a mécanisé, on est à 3. Et donc, la mécanique, c'est derrière l'amortissement. Enfin, il faut mettre beaucoup plus d'argent de côté pour amortir ça, en remplacer, réinvestir. Donc, il y a aussi beaucoup plus de charges. Il y a, ben, parce qu'on salarie l'épouse à mon frère. Donc, c'est un tout, quoi, hein. Et du coup, nous, notre chiffre d'affaires, il est plutôt à 200 000, tu vois, et voire au-delà. Ça dépend des années, quoi, un peu en dessous ou au-dessus. Donc avec 200 000 de chiffre d'affaires, c'est pas pour autant que vous avez vu le modèle à Grégory, c'est traction animale, c'est pas du tout les mêmes charges et c'est pas du tout les mêmes volumes, c'est pas non plus le même type de production, mais il arrive à avoir à peu près la moitié en charge, la moitié que l'entreprise peut lui redonner, entre guillemets, quoi. Nous, c'est pas parce qu'on fait 200 000 de chiffre d'affaires qu'on se prend 100 000. Voilà, ça, c'est pas du tout, faut pas croire ça. On en est très loin. Nous, ça va plus être, je sais pas, 30, 40%, on va dire, quoi. Donc, on va dire, il y a 60, on va sur 200 000. Après, le bénéfice derrière, il va plus être à 30 000, quelque chose comme ça. Et ça, c'est parce que pour l'instant, on réinvestit beaucoup. Nous, on a décidé volontairement de ne pas se verser, on est en dessous de ce qu'on veut se verser à terme. Pour l'instant, volontairement, on se verse un demi-SMIC chacun, grosso modo. Mais tout le reste, on le réinvestit, quoi. On a vraiment des conditions de travail du coup qui s'améliorent et une capacité à produire qui augmente. Mais on est encore dans une phase de démarrage, donc c'est assez peu comparable. Merci Arnaud, merci Grégory. On a un petit peu dépassé sur le timing. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. On vous le renverra en replay pour ceux que ça intéresse. Voilà. En tout cas, merci aussi de votre écoute et de votre attention. Et on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Juste une dernière chose, il y a un ami qui est venu faire un reportage vidéo sur la pépinière, mais là c'est plutôt l'aspect technique. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre sa chaîne YouTube. Il y a 5 petites vidéos, enfin de 15 minutes à peu près, sur le déroulé. Envoie-le-nous, Grégory. Envoie-le-nous, on le mettra dans Ouais, le je le mets mail avec sur le replay. Ouais, d'accord. Très bien. Ça sera plus simple. Merci beaucoup, Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.